Est-ce que vous diriez, vous qui êtes une femme de grande expérience, que l'enfance est dans le fond, une sorte de trésor qu'aujourd'hui on ne soigne plus aussi bien qu'avant, et que le temps de l'enfance est un temps qui est de plus en plus raccourci, et l'innocence des enfants est plus quelque chose qu'on protège? Oui, ça c'est vrai. Je trouve que c'est une évolution qui m'interroge et je pense que maintenant les enfants sont à la fois très proches de leurs parents, mais ils sont beaucoup plus qu'autrefois, et donc il y a aussi il y a du mieux. Je veux dire, il ne faut pas idéaliser du tout l'éducation des années 50 où il y avait quand même beaucoup de distance, parfois une espèce d'indifférence, un manque d'attention, justement. Mais aujourd'hui, comme les enfants sont très mêlés à la vie de leurs parents, finalement, ils ont des informations qui les dépassent complètement et qui leur font perdre souvent leur innocence, quand même, très tôt, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même énormément d'enfants, on ne peut pas le nier, qui sont confrontés à des séparations parentales. Ces enfants-là, on leur demande de s'adapter une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Alors, ils le font très bien, mais n'empêche que c'est au prix aussi de l'anxiété, d'une sécurité intérieure qui est un peu fragilisée. Tout dépend de la façon dont ça se passe. Et je ne dis pas du tout que, voilà, ils vont être malheureux toute leur vie, pas du tout. Mais quand même, et puis ils ont des informations tout le temps, ces informations en continu sur, par exemple, là, l'environnement. Enfin, tout est dangereux maintenant, tout est présenté comme si on vivait dans un danger permanent, hein. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a le réchauffement climatique. Donc, ils sont baignés quand même dans une espèce d'ambiance pas rassurante du tout. Et en plus de ça, on leur demande d'être hyper performants partout. Parce que les enfants aujourd'hui, ils sont très proches de leurs parents, mais ils sont quand même aussi un tout petit peu des faire-valoir de leurs parents. C'est-à-dire que... Le prolongement narcissique. Un petit peu quand même, un petit peu. Donc, et puis aussi, c'est lié aussi à une certaine anxiété parentale. C'est-à-dire que oui, tous les parents, et on ne leur jette pas du tout la pierre, souhaitent que leurs enfants réussissent le mieux possible. Qu'est-ce que ça veut dire réussir, à votre avis? Justement, hein, très souvent, c'est un peu étroit comme vision. Et ça passe par la case école, académique, résultats, etc., etc. Donc, il y en a qui suivent le mouvement, bien, et puis il y en a d'autres qui s'essoufflent. Et qui s'essoufflent parce qu'ils veulent autre chose, ils veulent que ce ne soit pas statutaire. Ouais. Votre enfance, vous la sentez, vous, affleurer encore à l'âge que vous avez, dans votre vie quotidienne? Vous sentez que parfois vous avez encore une capacité à vraiment être dans un regard émerveillé? Oui. Moi, je crois que j'ai gardé quand même quelque chose de... Enfin, un fond curieux, parce que je pense que dans ma famille, il y avait une très forte curiosité sur la vie à l'extérieur et une grande confiance. Je pense que, par exemple, ma mère n'était pas du tout anxieuse et qu'elle nous laissait une grande liberté avec mon frère qui avait 2 ans de plus que moi. Vous partiez? On se baladait, on ne savait pas où on allait. Bref, on était extrêmement libres et ça donne confiance en soi, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de laisses numériques potentielles. On peut certains parents peuvent mettre des webcams dans leur appartement quand ils ne sont pas là, mettre des puces numériques dans les manteaux de leurs enfants, les suivre en géolocalisation avec leur portable. C'est très inquiétant ou pas? Il y a une angoisse sécuritaire qui est extrêmement forte parce que, évidemment, on est de plus en plus informé des dangers, donc c'est un cercle vicieux. Et je trouve que le téléphone portable, que les enfants revendiquent avec tellement de force très tôt, finalement, ils ne se rendent pas compte que c'est aussi un espèce de cordon ombilical à leurs parents dont ils vont avoir beaucoup de mal à se délester. Donc il y a une espèce de malentendu. Les enfants réclament un téléphone pour avoir plus de liberté et les parents leur en donnent pour pouvoir les contrôler davantage. Donc, ce qui n'est jamais vraiment facile à faire, puisque ça devient un objet de lutte, souvent, de tension très forte. Ça, c'est clair. Hein. Franchement, la question des écrans, elle est centrale dans les familles, sur la scène familiale. Elle est source de tensions, de conflits et parfois aussi de dérives. Donc, et vous diriez qu'il faut attendre une génération pour s'habituer à
à cet outil, parce qu'en fait, on est dans une rupture quasiment anthropologique. Ben, je me dis que maintenant, quand même, les jeunes parents sont nés avec Internet, hein, donc ça devrait évoluer. Ils sont au courant, ils savent. La génération de mes enfants, ils ont été comme ça confrontés à Internet, alors que leurs parents, ils connaissaient rien du tout. Donc, les choses vont, j'espère, évoluer. Mais c'est très important que ça évolue parce que quand même, on ne peut pas rester dans une espèce de naïveté alors que on sait parfaitement qu'il y a des risques absolument énormes et que les enfants sont confrontés beaucoup trop tôt à des images qui les choquent, à des contenus qui ne sont absolument pas adaptés à eux, etc. Donc, je crois que il faut sortir de cette naïveté, prendre le problème à bras-le-corps et se dire que, OK, on leur donne un téléphone, mais avec une éducation préalable, et puis aussi, d'ailleurs, des contrôles parentaux, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, et d'ailleurs, e-enfance s'est battu aussi pour faire que ces contrôles soient obligatoires, etc. Mais de facto, c'est très difficile à mettre en œuvre, et il y a beaucoup de contournements, évidemment. Oui. Ça fait partie de la transgression, mais au moins, ils savent peut-être qu'ils transgressent. Mais sur ce site de e-enfance, qui est d'ailleurs très bien fait, vous dites que 51% des enfants à l'entrée en 6e ont déjà vu des contenus pornographiques. Ouais. C'est un vrai fléau, hein. C'est-à-dire que c'est pas minoritaire, quoi. Hein. C'est vraiment maintenant un visionnage de masse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une génération d'enfants qui est façonnée avec des images pornographiques qui sont d'ailleurs de plus en plus crues. Et de plus en plus choquantes. Et ces enfants-là, alors, il y a les petits qui vont tomber dessus par hasard, soit parce qu'ils ouvrent l'ordinateur d'un plus grand, soit parce qu'ils cliquent en faisant une recherche sur un mot qui va les embarquer sur. Mais sinon, dans la cour de récréation des 11-14 ans, c'est quand même le grand sport. Et c'est interdit le portable à l'école, en théorie. Oui, enfin c'est interdit, mais alors... C'est mal surveillé. C'est pas très bien surveillé. Et on sait très bien qu'entre les cours, donc vous diriez ils sont là. Traînée de poudre entre oui, les... c'est une traînée de poudre. Et donc les enfants sont tous exposés plus ou moins oui. à un contenu qui les attire et les rebute en même temps. Qui les excite beaucoup. Dont ils peuvent se culpabiliser, mais surtout ça leur donne des normes qui sont complètement à des années-lumière de ce qu'ils vont vivre dans la réalité d'une relation amoureuse. Le consentement, je n'en parle même pas. Plus 15 ans, vous trouvez que c'est un âge... Voilà, la loi maintenant dit qu'avant 15 ans, on n'est pas capable dans son outillage psychologique de consentir. Et après 15 ans, est-ce que ça vous semble un âge adapté? Ça me paraît... alors maintenant, les enfants de 15 ans sont plus avertis quand même, moins bébés que ceux des générations passées. Mais après, tout dépend... je veux dire, c'est peut-être important de légiférer, mais après, d'abord, il faut que la loi soit appliquée. Et après, entre une jeune fille de 15 ans qui va avoir des relations avec un garçon de 17 et une jeune fille de 15 ans qui va se laisser embarquer par un type qui a 25 ans de plus qu'elle, il y a un océan de différence. Donc, tout ça est un peu subtil aussi. Et votre rôle, c'est justement de faire du sur-mesure. Oui. On parlait de l'attention. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans le milieu privilégié dans lequel est issue pour la plupart votre patientèle, vous diriez que la denrée rare, c'est quoi? C'est la tendresse, la gratuité, le temps consacré aux enfants? Quelle est la chose qui manque le plus et qui vous semble la plus c'est peut-être le temps. C'est peut-être le temps parce que les journées des parents sont extrêmement remplies et que aussi ils veulent faire énormément de choses à leurs enfants, que la question scolaire elle prend une place considérable et donc oui c'est la véritable attention. Elle est parfois vraiment bafouée, quoi. Il y a à la fois
il y a à la fois une vraie attention, parce que moi je pense qu'on ne peut pas dire que les parents ne soient pas attentifs à leurs enfants, ils passent du temps avec eux. Mais alors est-ce que ce temps, justement, est vraiment un temps de qualité? Je ne suis pas sûre, parce qu'eux aussi, on parle des écrans et des enfants, mais il faut aussi parler des écrans et des adultes. Combien, par exemple, la pandémie a fait que les parents se sont mis à travailler chez eux, mais du coup, le revers de la médaille, c'est qu'ils continuent à travailler chez eux et que finalement, il y a beaucoup moins de trêve, quoi. Beaucoup moins d'étanchéité. Oui. Je vois combien de parents qui me disent que quand ils rentrent du boulot, ils retravaillent chez eux le soir, les week-ends. Il y a une fille qui me disait, une adolescente très amusante, qui me disait « Je suis partie en vacances avec papa, maman et son téléphone portable. » Comme si c'était un personnage à part entière. Ouais, c'est ça. Une sorte de prolongement du monde extérieur dans le foyer. Et est-ce que c'est aujourd'hui, enfin c'est encore une question moi qui me hante un peu, mais cette capacité d'amour inconditionnel qui a été vraiment la trace de la parentalité de toujours, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, c'est dans le fils prodigue aussi, ce père qui vient à la rencontre de son fils, même si celui-ci a dilapidé son héritage, etc. Il y a cette idée que dans la parentalité, il y a un amour inconditionnel. Et aujourd'hui, étant donné qu'on est toujours entravé, à la fois par des séparations, par des injonctions aussi de travailler, de réussir sa vie professionnelle, entravé aussi par la présence, comme vous le disiez, des écrans, est-ce que l'enfant, aujourd'hui, a vraiment en lui un ancrage dans l'amour inconditionnel de ses parents qui le construit, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose en voie de disparition? Non, je crois que l'amour des parents, il est là, il est là, mais les messages sont un peu brouillés, quoi. C'est comme s'il y avait un peu de friture sur la ligne, si je puis dire, parce qu'il est là. Par exemple, dans les séparations, je vois au contraire combien, finalement, il y a un souci quand même de l'enfant, il y a un vrai souci de l'enfant, mais en même temps, il y a des comportements qui sont aussi un peu contradictoire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de paradoxes, quoi. Il y a beaucoup plus de paradoxes. C'est-à-dire c'est-à-dire, à la fois, je suis convaincue que je veux le mieux pour mon enfant et parce que je l'aime inconditionnellement. Et je pense que le lien à l'enfant, qui est justement celui qui dure, puisque les autres liens affectifs sont quand même beaucoup malmenés. Donc, j'ai un lien vraiment inconditionnel à mon enfant, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de lui faire vivre des choses qui sont extrêmement difficiles et qui vont un peu à l'encontre de cette sécurité-là, de ce lien-là. Comme une vie extra-conjugale ou comme un beau-père qu'on lui imposerait ou une deuxième famille. Oui, comme... alors ça, c'est dans le cadre des séparations, des recompositions qui sont quand même souvent Vous avez écrit un livre passionnant sur ce sujet, les familles recomposées. Oui, parce que ça ne va pas de soi du tout, du tout. Hein. Oui, quand il n'y a pas de lien de sang, en fait, on décrète qu'on s'aime, mais voilà. Alors justement, je veux dire, on ne décrète pas qu'on s'aime, justement. Hein. Les liens se construisent. C'est pas toc comme ça, on se rencontre et on s'aime. Non, les liens se construisent et dans les familles recomposées, ça met beaucoup de temps à se construire. Et c'est ambivalent aussi. Oui, et c'est très ambivalent et c'est beaucoup plus compliqué que ce que souvent des couples croient. Ils pensent que justement parce qu'on s'aime, ça va être facile. Ben non. Mais qu'est-ce que vous conseillez à ces parents-là qui culpabilisent en plus de refaire leur vie de prendre du temps, de faire les choses pas à pas tout d'un coup, quoi. Par exemple, partir avec un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse en vacances sans préalable, sans qu'il y ait quelques journées, quelques week-ends, etc., où on a appris un peu à faire connaissance, c'est pas une bonne idée. On est à peu près sûr que ça ne va pas bien se passer. Et est-ce que vous diriez que vous identifiez dans ces familles recomposées plus de névrose que dans des familles où est-ce que c'est absolument... Non, parce qu'il y a aussi des familles qui vont mal, qui sont assez dysfonctionnelles et qui restent ensemble. Qui se maintiennent. Et d'ailleurs, parfois...
j'y pense parce que j'avais une consultation hier comme ça. Parfois, on se dit, mais pourquoi ils ne se séparent pas, quoi? Parce que qu'est-ce qui les maintient? Il y a quand même des névroses qui se maintiennent, quoi. Qui se tiennent ensemble. Oui, qui se tiennent ensemble. Et les enfants peuvent aussi souffrir de ces dysfonctionnements. Donc non, il n'y a pas uniquement dans les familles séparées, etc., qu'il y a des dysfonctionnements. Et alors, juste pour... j'ai conscience que vous avez une multiplicité d'exemples, parce que vous avez... Votre cabinet ne désemplit pas. Mais quand même, est-ce qu'il y a des règles fondamentales qui peuvent rendre possible une vitalité dans la vie de l'enfant, que l'enfant puisse ne jamais rester bloqué dans une situation de détresse? Est-ce qu'il y a des paramètres, des choses à installer comme la joie ou comme une façon un rythme de conversation soutenue, attentive? Est-ce qu'il y a des choses, des préceptes que vous pourriez donner? Je dirais toujours, je pense que la phrase que les enfants détestent entendre et qu'ils entendent très 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 souvent, c'est « dépêche-toi ». Et les matinées commencent comme ça, « dépêche-toi ». Donc organiser son temps, se dire qu'on ne peut pas tout faire. Et je pense que de temps en temps, il faut hiérarchiser. Il y a des choses qui sont très importantes et des choses qui ne le sont pas. Et parfois, on veut rien louper, tout faire, en fait, on ne peut pas. Du coup, on court après le temps. Et peut-être, une des choses qui fait que les enfants sont plus détendus, moins stressés, entre guillemets, c'est justement ces familles où on prend un peu plus le temps, quoi. Donc ça me paraît. Et puis alors, ce qui est aussi assez important, c'est la cohérence, c'est-à-dire les enfants, ils sont assez routiniers, quoi. Ils aiment bien ce qui tourne rond, et parfois il y a beaucoup d'imprévisibilité dans les emplois du temps. On dit qu'on va faire ci, puis en fait on le fait jamais, ou alors on est toujours en retard. Donc les promesses tenues. Oui, les promesses tenues, une certaine conviction. Et puis aussi, parce que ça quand même je le vois aussi assez souvent, c'est il ne faut pas que les parents, sous prétexte d'être aimés de leurs enfants, aient peur de leur poser des limites éducatives. C'est quand même hyper important, parce que ça les rassure. Et on voit beaucoup de familles où, sous prétexte de l'épanouissement de l'enfant, c'est là où tout se mélange, on ne va pas du tout leur poser de limites éducatives, et du coup, ils grandissent un peu comme des herbes folles, et du coup, la vie à l'extérieur devient très compliquée pour eux. Puisque, évidemment, ils la prennent trop tard. Voilà, ils la prennent trop tard. Et elle devient très douloureuse. Ouais. Oui. Donc, 3 préceptes, j'ai retenu. On va essayer d'appliquer ça, et tous nos téléspectateurs, à mon avis, vont réussir ce soir à élever leurs enfants un peu mieux grâce à vous. Merci, Béatrice Copper-Voyer. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Comprendre et protéger son adolescente ». C'est publié aux éditions Marabout. Et continuez à écrire et à recevoir. Merci.